Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. Et si on fêtait les 4 ans de Prenons un café avec un tout nouvel épisode ? Pour ce faire, je reçois Caroline, maman de 2 enfants et fondatrice des Explorateurs engagés, avec lesquels elle accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Avant de monter sa structure, Caroline occupait un poste à responsabilité très prenant, avec une amplitude horaire assez importante. Et puis, elle est devenue maman, et la conciliation vie pro, vie familiale est devenue très compliquée. Certes, elle gagnait bien sa vie, mais elle voyait à peine son fils, qui passait plus de temps chez la nounou qu'avec elle. Tout ça pour un job qu'elle n'appréciait pas plus que ça. Pendant 2 ans, elle a vécu cette situation de déséquilibre sans trouver de réponse, ou plutôt en ayant peur de sauter le pas de l'entrepreneuriat qui lui tendait les bras. Et puis, le déclic est arrivé avec la naissance de sa fille. Pour Caroline, hors de question de reproduire ce schéma. Alors elle s'est lancée. Et la suite de l'histoire, je te laisse l'écouter dans ce nouvel épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Caroline. Salut Élise. Ça va ? Ça va et toi ? Bah oui, ça va. Bienvenue sur Prenons un café. C'est drôle, les dernières fois on a échangé sur un podcast, c'est toi qui avais ma place. Tu me posais plein de questions. Maintenant, c'est mon tour. J'avoue que j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'autre sens. Je comprends. En tout cas, je suis ravie de te recevoir pour parler de toi. Merci, de ta je suis ravie d'être ici. Est-ce que, avant de commencer, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, je m'appelle Caroline, j'ai 41 ans depuis quelques jours. Je suis mariée, maman de 2 enfants. J'ai travaillé 15 ans en RH, dans les ressources humaines, et je suis à mon compte depuis 2 ans et demi. J'accompagne les personnes à se reconvertir. Trop bien. Donc, je fais des bilans de compétences, des formations à l'entrepreneuriat. Et c'est pas du tout de ça qu'on va parler. Indirectement, un peu si, mais pas que. Je vais te poser la question traditionnelle. Caroline, tu vas y passer toi aussi. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Oui, c'était une évidence pour moi. Ouais. Et comment ça se matérialisait, cette évidence ? En fait, c'était que je me projetais, pour moi, quand j'étais petite, j'imaginais quand je serais grande. Alors, c'est très classique comme schéma, mais je m'imaginais mariée avec 1 ou 2 enfants, avec une maison, enfin, voilà. Donc, ça me semblait évident à un moment dans ma vie que ça arrive. Tu es mariée, tu disais, ça fait longtemps que vous êtes ensemble ? Oui, ça fait... On lui dira pas que tu sais pas. Attends, ça fait 13 ans. 13 ans. On lui dira pas que tu sais pas. Si, mais je le sais, c'était très spontané. Nous sommes ensemble depuis 13 ans. Ok. Et quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'est des sujets, est-ce que ça a été une évidence ? Est-ce que c'est des sujets que vous avez abordés rapidement ? Alors après, comme dans toute relation, faut déjà que la relation s'installe, Ouais. etc. Mais oui, au bout de quelques mois, on a validé l'un l'autre qu'on était en phase en termes de schéma. On ne savait pas le quand, etc. Mais oui, ça nous semblait être une évidence pour l'un comme pour l'autre. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand tu as cette évidence-là en fond, en fait, presque tu recherches la personne avec qui tu vas pouvoir assouvir ces désirs-là, ces envies-là. Alors oui, mais avant mon mari, j'ai été 7 ans avec quelqu'un et bizarrement, j'ai jamais eu envie de fonder une famille avec. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard, Caroline. Alors, on était beaucoup plus jeunes aussi, oui, mais bien sûr. je me projetais pas maman avec, je me projetais pas mariée avec. Ouais. C'est pas plus mal que ça se soit terminé. Et finalement, et pourtant, ça a été très douloureux pour moi quand ça s'est terminé. Donc, tu vois, comme quoi... mais oui, effectivement. Mais il n'y avait pas la projection, tu vois, comme quoi, en fait, c'est un peu cette petite voix qui te dit au fond que c'est pas ça, tu vois. Comme une espèce d'intuition qui apparaît sans que tu le vois, sans que tu en aies conscience. Oui, c'était très inconscient. Bah oui, de dire, bah tiens, en fait, si c'est pas... Parce qu'en plus, c'était tellement, comme tu as l'air de dire, ancré en toi, enfin, quelque chose que tu avais vraiment envie. 7 ans, au bout d'un moment,
peut te poser la question, même si c'est pas tout de suite. Et en fait, non, c'est peut-être ton intuition qui te disait que non, c'est pas lui. Probablement, ouais. Au bout de combien de temps de vie de couple avec ton mari, vous avez pensé à concrétiser ce schéma ? Alors, on a commencé par se marier. Et en fait, une fois qu'on s'est mariés, globalement, dans la foulée, donc on s'est mariés, on était ensemble depuis 4 ans. T'aurais pu réviser sur les dates. Hein. Je suis tellement naze sur les dates. C'est une catastrophe. Je veux dire, tu le savais, je t'ai pas invité hier. Voilà, donc au bout de 4 ans, nous nous sommes mariés et mon fils est né 1 an et demi après. Ok. Ah oui, donc ça s'enchaîne un oui, petit ça peu s'enchaîne. De façon classique, on va dire entre guillemets, quoi. Oui, après, on ne s'est pas mariés très jeune, etc. Donc, il y a aussi la pression biologique. C'est ça. Ah ouais, c'est une question que tu t'es posée en fait, je ne me la suis pas posée, mais ma gynéco était très sympa. Quand j'ai eu 30 ans, elle m'a dit « Chaque année qui passe, votre fertilité diminue, donc maniez-vous. » Okay. Mais non. Bon, au moins, le message est posé. Donc, je ne me la posais pas, mais on me l'a posée. Ah ouais, mais c'est fou, ça. Et encore, c'est parce que tu avais ce désir-là, pardon. Mais quand bien même, en fait, c'est une pression, je trouve. Peut-être que tu n'étais pas à ce stade-là dans ta vie, toi, à 30 ans, de se dire, on y va, quoi. Ouais, non, c'est clair. Cette pression de se dire, en fait, quand tu imagines l'horloge qui passe, 31, 32, et tu imagines si tu n'es pas encore maman, de dire, alors, en fait, là, je réduis mes chances. Alors, biologiquement, scientifiquement, oui, mais de là à te mettre la pression... De là à dire... Oui, et c'est vrai que quelque part, quand elle m'a dit ça, je suis sortie du cabinet en me disant, au moins les choses sont posées. Ouais. Mais oui, ça met une pression supplémentaire. Carrément. Pour toi, à 30 ans, justement, au moment où elle se pose cette question-là, c'était quoi ta priorité dans ta vie, à ce moment-là ? Pour moi, c'était déjà de construire notre relation de couple, en fait. On s'était rencontrés 2 ans avant. Et donc mon objectif c'était déjà d'être bien dans mon couple et au niveau professionnel j'étais en plus dans une période où j'avais des postes à responsabilité qui me demandaient beaucoup d'investissement, qui étaient très chronophages, et donc mon objectif c'était de fonder une famille, mais honnêtement je voyais pas bien comment ça allait s'intégrer dans mon quotidien. C'est marrant parce que tu anticipes un petit peu la question que j'allais te poser. J'allais justement te demander quelle place avait le travail dans ta vie à ce moment-là. Parce que on dit qu'on n'en parle pas, mais on en parle quand même beaucoup, et c'est lié. Dans ton histoire, le travail, la maternité, il y a quand même quelque chose qui s'est passé à un moment, mais justement, maintenant, avec l'expérience de, pour le coup, le podcast Passe, dont j'ai déjà parlé, je me rends compte qu'en fait, le travail a une grande place dans le désir d'enfant. Et c'est pour ça que maintenant, c'est une question que j'aime bien poser, de savoir quelle place avait ton travail à ce moment-là dans ta vie, et est-ce que... quelles étaient tes ambitions à ce moment-là ? Alors, le travail représentait énormément dans ma vie, non pas parce que j'adorais mon travail et que j'étais dans une volonté de carrière, etc., mais parce qu'en fait, j'occupais un poste à responsabilité, comme je disais, qui était hyper exigeant. Et donc, en fait, en tant que bonne petite élève, je m'investissais pour rendre les choses demandées en temps et en heure. Alors que finalement, c'était pas l'éclate. Je le faisais plutôt à contre-cœur. Donc, j'étais en plus dans une situation où j'avais une vie pro qui prenait quasiment toute ma vie, dans un métier que j'adorais pas, avec une volonté de construire une famille et de faire un peu de place, justement, pour cette famille. Voilà, on parle de quand tu avais 30 ans, mais quand vous avez décidé de vous lancer, est-ce que ton travail avait autant de place encore ? Oui. Et ça, c'est un grand regret de ma vie. Mon fils, quand il est né, les 2 premières années de sa vie, c'est surtout mon mari qui était là pour s'occuper de lui. Moi, je rentrais, en gros, je lui faisais un bisou, il allait se coucher. Ouais. Et j'ai hyper mal vécu la situation. Vraiment, c'était un crève-cœur pour moi. Et c'est ce qui a fait aussi que j'ai bougé quand ma fille est née. Parce que je me suis dit, en fait, je ne fais pas des enfants pour ne pas les voir. C'est pas du tout ma vision des choses et ce que je veux. Il faut que je fasse bouger les lignes, parce que là c'est pas acceptable pour moi et pour mon équilibre et pour eux, parce que encore une fois je me souviens d'une fois, c'est pareil quand on parle des messages qui crèvent le cœur,
La nounou, et elle l'a fait, mais vraiment sans arrière-pensée. Elle était formidable par ailleurs. Hein. Mais mon fils, et vu que c'est son papa qui s'occupait surtout de lui, bah, il était très papa. Et quand je venais le chercher chez la nounou, bah, il était là, papa, pas maman. Et donc elle m'avait dit, c'est bizarre, hein, en général les garçons sont très mamans, mais pas avec vous. J'étais là, oh mon Dieu. Oui, elle a vous parlé exactement de ce qui me fait souffrir en ce moment. Ouais, carrément. Donc c'était dur parce que moi j'avais envie d'être là pour mon fils et puis en fait j'avais l'impression d'être prisonnière d'une situation que j'avais pas choisie. Donc voilà. T'avais conscience de ça au moment où t'es tombée enceinte? J'avais conscience que ma vie pro était trop présente. J'avais pas conscience que je le vivrais aussi difficilement. Ouais. En fait, si on fait un petit flashback, ma première expérience pro, j'ai évolué très très vite, beaucoup plus vite que ce que j'imaginais. J'ai eu des postes à responsabilité au bout de 2 ans que j'imaginais avoir au bout de 15. Et d'ailleurs, la relation qui a duré 7 ans dont je parlais tout à l'heure, elle s'est finie aussi à cause de ça. Et à un moment, donc, je suis restée dans cette boîte, j'étais célibataire, je me suis dit, mais en fait, si je veux une vie de couple, déjà, juste une vie de couple, je peux pas continuer dans cette boîte, je peux pas continuer dans ce job, parce que c'est pas compatible avec une vie perso. Ouais. Donc j'ai décidé de changer de boîte. Ouais. Et puis, donc ça a été mieux, parce que j'avais moins de déplacements, mais j'avais encore... je rentrais chez moi, il était 20h, 20h30, voire parfois plus. Ouais. Et je me suis dit, en même temps, si je fais pas un enfant maintenant, il y aura toujours quelque chose qui m'empêchera de le faire. Donc, je le fais, et puis on verra, on s'adaptera, on trouvera des solutions, quoi. Donc, oui, on a fait un petit loulou, et puis pendant 2 ans, en fait, j'étais un peu en mode, ça me convient pas, mais j'ose pas changer. Je me suis quand même formée. Je me suis formée au coaching, je me suis formée au bilan de compétences, et je le faisais bénévolement en plus de mon travail. J'accompagnais systématiquement une personne en plus de mon travail en me disant un jour je changerai. Mais j'avais hyper peur de me lancer à mon compte. C'était vraiment pas quelque chose que j'imaginais à la base. Et puis des impacts financiers, parce que quand on est en poste... surtout même si tu as un poste à responsabilité, ça peut être confortable quand même. Exactement. Financièrement, pour le coup, c'était confortable. C'était moi le plus gros salaire dans le couple. Et donc, du coup, je me disais, oula, oui, je vais voir mon fils, mais bon, si on peut plus manger à la fin du mois, c'est un peu la galère. C'est marrant comme on imagine à quel point le pire du pire, tu sais, genre, si je ne peux pas manger. En vrai, non. Non, et puis, objectivement, quand tu regardes ta situation, quand tu es en couple, que l'autre travaille, que en fait, tu vas pas arrêter de travailler pour juste te tourner les pouces, tu vas lancer quelque chose. Donc, a priori, il va y avoir une rentrée d'argent. Exactement, mais quand tu es face à tes peurs, en fait, tu n'es pas rationnel. Non, c'est vrai. Tu n'es pas du tout rationnel. Et j'étais dans une période où, du coup, j'étais face à mes peurs, j'arrivais pas à les dépasser, à travailler dessus. J'étais un peu empêtrée dans tout ça, et donc je ne bougeais pas, parce que tant que je n'avais pas rassuré mes peurs, de toute façon, c'est l'immobilisme garanti, quoi. Ouais. Donc voilà, donc j'ai fait ça plusieurs années. Quand ma fille est née, j'ai dit... Elle est née combien de temps? Elle est née 2 ans et demi après mon fils. Quand elle est née, j'ai dit à mon boss de l'époque que je voulais quitter la boîte. Il m'a dit non. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour te retenir? Oui, il m'a permis de changer de poste. Et donc j'étais sur un poste moins opérationnel, plus projet, qui était un poste qui me plaisait en soi. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça va me permettre probablement d'aménager un peu plus mon temps de travail, ce qui a été le cas. Franchement, en termes d'équilibre de vie, c'était beaucoup mieux. J'ai vraiment pu créer du coup la relation avec mes enfants, et c'était chouette, vraiment chouette. Mais... tu vas dire que je suis tarée, mais bon, bref, rapidement, je me suis quand même sacrément ennuyée. Ouais, mais non, moi je comprends. Je ne te jugerai pas là-dessus. Je me suis ennuyée, et puis finalement, avec la naissance de mon fils, on a eu des vraies prises de conscience écologiques. Ça a été des grosses baffes dans la figure. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé en industrie, et ma dernière société, c'était de l'industrie
qui faisait du papier toilette, des essuie-tout, des mouchoirs en papier, et donc du coup du jetable. Et quelque part, à la maison, je travaillais à être le plus zéro déchet possible. Clairement, on n'est pas à 100%, loin de là, mais on essaye d'aller dans cette mouvance. Et au quotidien, j'étais dans une boîte qui faisait des produits que, en tout cas, en partie, je n'utilisais pas. Et donc, je me disais, mais c'est un non-sens, en fait. Je pars tous les jours dans un job qui ne m'épanouit pas pour faire un produit que je n'achèterais pas, ou en tout cas pas en intégralité. Et je me suis dit, c'est un manque d'alignement, ça manque beaucoup d'alignement à tout niveau, quoi. Ouais. Et puis, il y a eu la réunion de trop où la décision que tu prends pas pendant des années, tu la prends en 2 secondes, quoi. Cette fameuse. La fameuse réunion de trop, où tu dis, bon, allez, go. Ouais. Et non, sans peur. Bah ouais, mais comment ça... Parce que cette réunion de trop, ok, mais tu fais quoi? Tu leur dis, allez tous vous faire foutre? Ou comment ça se passe? Ouais, ça a été... Alors, pas dans ces termes-là, mais ça a été, je veux partir et je veux partir et je veux que ce soit propre d'un côté et de l'autre, mais je veux partir, quoi. Tu disais que la maternité t'avait donné une conscience écologique. Enfin, voici, c'est un peu ça. Qu'est-ce que la maternité a changé en toi? Est-ce que tu ressens le fait qu'il y avait une Caroline avant et une Caroline après? Alors, en fait, oui et non. Je pense qu'en fait, la maternité m'a permis de réaligner tout ce qui ne me convenait pas dans ma vie. La Caroline d'avant, en fait, elle voulait à la base juste avoir un job, prendre du plaisir dans son job, et sauf que elle était bonne élève, et que vu qu'elle était bonne élève, elle avait des résultats, et qu'elle a été prise malgré elle dans un rythme qui lui convenait pas, et donc du coup de plus en plus éloignée des aspirations initiales, quoi. Je me souviens... mes boss qui me disaient dans quelques années, ton ambition du coup c'est d'être DRH. J'étais là, mais je ne veux pas être DRH. Ils me regardaient avec des yeux ronds, du genre, mais comment c'est possible qu'elle ne veuille pas être DRH? Pour eux c'était le Graal, et moi c'était vraiment ma hantise. Je ne voulais pas, c'était pas la vie que je voulais. Et quelque part, le fait d'avoir eu des enfants, ça m'a permis de me poser les bonnes questions et de me dire, non mais là tu vas dans le mur, en fait. Tu es en train de passer complètement à côté de ta vie. Je bossais comme une tarée. Je me souviens de soir, j'étais tellement fatiguée que je rentrais, je m'endormais, j'avais encore mon manteau. Je m'endormais sur le canapé, j'avais encore mon manteau. T'imagines le truc? Non mais c'est démon. Quand j'y repense, je suis là, mais n'importe quoi. Et du coup, oui, ça m'a permis de plus m'écouter, de savoir ce que je voulais. Et quelque part, d'oser plus, en me disant, c'est pas que pour moi que je le fais, c'est aussi pour mes enfants. Ouais. Et puis, des enfants ont cette faculté, cette magie de nous renvoyer en pleine figure les manquements et ce qui va pas. Et quand ton fils appelle papa, quand il vient le chercher, c'est ça en fait qui se passe. C'est te montrer à quel point tu es absente et à quel point t'es pas là. Complètement. Et j'imagine à quel point ça doit être horrible à ressentir. C'est horrible. Enfin, moi, j'en ai pleuré, et de nombreuses fois, vraiment. Et en fait, je suis contente d'avoir réagi pour aujourd'hui me sentir beaucoup plus proche de mes enfants. Parce que t'aurais pu rester dans ce schéma-là, en fait. Mais oui, je pense qu'il y a plein de gens qui restent dans ce schéma-là. Mais en pensant qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Et puis la réussite professionnelle dit quelque chose de toi. Enfin, ceci dit, la réussite, c'est aussi subjectif. Où est-ce qu'on place le curseur de la réussite, tu vois? Et en fait, c'est une bonne remarque, parce que pour moi, la réussite n'était pas que professionnelle. Pour moi, réussir sa vie, c'est réussir avoir quelque part un équilibre, pas parfait, mais un équilibre entre différents domaines de sa vie. Et moi, je voulais un équilibre entre être bien dans mon job, être bien avec mes enfants, être bien avec mon mari, être bien avec mes amis. Enfin, voilà, quelque part, quelque chose d'épanouissant, mais globalement, pas juste sur un pan de ma vie. Et pendant des années, c'était sur un pan de ma vie. Et après 2 avec mon conjoint, puis 3. Mais ça a pris du temps et c'est vrai que ça a été vraiment des baves dans la figure. Et voilà, en tout cas, ça m'a permis de bouger et de me sentir 10 000 fois mieux aujourd'hui, d'être présente pour mes enfants, de ne pas bosser moins, je pense, honnêtement. Mais de choisir les moments où je bosse davantage et donc de pouvoir aller chercher à l'école de temps en temps,
de pouvoir passer des moments à jouer avec, à manger avec, à discuter avec, enfin être une vraie maman quelque part. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la être maman présente. que toi tu voulais être. Exactement, la maman que moi je voulais être, pas être une maman qui ramenait juste entre guillemets de l'argent à la maison, mais une maman vraiment présente pour mes loulous, quoi. Et ton mari dans tout ça, comment il vit parce que bon, il t'a connue, t'étais déjà cette nana qui bossait beaucoup. Mais avec l'arrivée des enfants, ça lui a mis à lui, tu dis, c'est lui qui s'occupait plus de votre fils, mais ça lui a mis donc du coup cette charge mentale. En plus, est-ce qu'il t'en parlait ? Est-ce qu'il te disait quelque chose ? Mon mari est une crème absolue. Je vais lui faire une déclaration d'amour. Ah ouais, t'as quand même oublié la date, donc tu peux faire ça. Ouais, il sait que sur les dates, je suis pas très douée, mais non, enfin c'est une crème absolue parce que je pense qu'il a beaucoup aimé son rôle de papa et il a une vraie qualité, c'est une prise de recul énorme sur la vie, sur les situations. Et il m'a aidé à prendre énormément de recul sur la situation et il m'a jamais reproché de travailler trop, etc. Il a toujours été à l'écoute, même quand je lui ai dit je veux changer, je me lance à mon compte, il a dit bah go, enfin, alors que moi j'étais là mais t'es sûre, comment on va faire ? Dis-moi non. Dis-moi. Oh là là, j'étais en panique. Parce qu'en fait, s'il te dit bah vas-y, en fait, t'as pas d'excuse pour pas y aller. J'avais mais zéro excuse. Il a été Ils sont hyper vraiment soutenant. relous, ces conjoints qui se soutiennent. Franchement. Non, mais il a été hyper soutenant à tout, enfin dans toutes les étapes en fait. Il m'a jamais reproché de trop travailler, il m'a jamais reproché de pas être là. Ouais. Il m'a toujours dit bah go, va où tu veux aller mais c'est tellement précieux. Enfin, j'ai une chance de ma boule, franchement. Ouais. Enfin, Non, mais c'est chouette, voilà. mais en même temps, enfin, je me pose la question parce qu'il aurait pu être en. Mais Enfin, complètement. te dire, moi je vis tout ça, ça serait chouette aussi si tu le vivais. Enfin, si tu le vivais avec nous, si Mais tu je le vivais pense avec moi. je pense qu'il voyait qu'en fait ça me faisait souffrir, donc il n'en rajoutait pas en fait. Ouais. Tu vois, il voyait que je voulais cette relation qu'il avait lui construite et que donc non, au contraire. Enfin, il était plutôt à me rassurer et à m'écouter, à m'encourager Ouais, qu'à te poser des voilà, limites. Ouais. exactement. Non, il a été super. Donc tu disais, l'arrivée de ton fils, donc déjà a posé un petit peu a permis de te rendre compte qu'il y avait une dissonance entre ce que tu voulais vraiment et ce qui se passait. Et puis ta fille est arrivée. Et qu'est-ce qui a changé ? L'arrivée de ta fille, qu'est-ce qu'elle a changé ? Enfin, est-ce qu'il y a une différence en toi, en tant que mère ou en tant que personne, entre l'arrivée de ton fils, comment tu l'as ressenti, et l'arrivée de ta fille ? Bah, pour moi, ça a été... Non, mais là, on arrête les conneries. Ouais. Pour moi, ça a été vraiment... tu déconnes depuis 2 ans, là. Ouais. C'est stop, là. C'est pas une année de plus, quoi. Donc, je me suis permis de prendre un congé parental à 80%, ce qui me semblait inenvisageable avant. Enfin, je me mettais tellement de barrières en mode, je peux pas... avec ce poste, c'est impossible, etc. Et puis finalement, le fait d'avoir mis les points sur les i, d'avoir changé de poste, ça devenait possible. Et ça a été topissime, enfin, de pouvoir enfin passer du temps avec mes enfants, quoi. En fait, moi, ce que je trouve aberrant dans tout ce que tu me dis là, c'est qu'à quel moment on peut trouver ça ok, enfin, c'est ce qu'on nous inculque, hein, mais que ta vie professionnelle prenne autant de place et que tu arrives à penser, en fait, je ne peux pas avoir de vie personnelle parce que je dois être dévouée à mon travail. La notion de travail, après, c'est tellement... Enfin, on a tous et toutes un rapport au travail, je pense, qui est différent en fonction des postes qu'on occupe, mais en fonction aussi de l'éducation qu'on a par rapport au travail, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a vu, dans quel environnement on est. Mais de là à se dire, en fait, je suis à ce point indispensable dans mon travail et que je ne peux pas avoir de vie moi-même. C'est... Mais en fait, je pense que je réfléchissais même pas comme ça. C'est juste que j'avais 15 000 sujets à traiter, 15 000 dossiers, et que j'avais des échéances, et que j'étais vraiment, tu sais, en mode le nez dans le guidon, quoi. En mode, oui, faut que je fasse ça. Et en fait, tu réfléchis même plus, quoi. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir eu des enfants qui m'a fait prendre conscience que c'était n'importe quoi, en fait. En tout cas, c'était pas du tout ce que je voulais. Puis quand t'as des enfants, alors, en tout cas, c'est tes enfants, enfin moi, mes enfants, j'en ai qu'un. Enfin, j'ai un chat, ceci dit. Mais l'enfant, en fait, te renvoie
aussi des images de ton enfant, c'est de ton enfant intérieur, et quand tu vois ton enfant, tu as aussi tendance à se dire, en fait, moi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'aurais voulu ? Est-ce que j'aurais voulu de cette maman qui travaille trop et qui est pas présente ? En fait, tu ressens en tant qu'enfant, c'est ton enfant intérieur qui peut ressentir cette injustice-là, et c'est en ça, je trouve, que ça remet les choses en perspective aussi, de dire, mais en fait, je te dis ça en tant qu'enfant qui a vécu justement le fait que ses parents travaillaient beaucoup. Moi, je sais que c'est ce qui m'a fait me dire dès le départ que non, je ne voulais pas être cette maman-là qui travaille beaucoup. Parce que j'avais pas envie de faire ressentir à mon enfant ce que moi, j'avais ressenti. Mais c'est en la voyant, elle, que j'arrivais à mettre dans cette position d'enfant. Moi, en fait, mes parents étaient très présents pour moi. Ouais. Ils ont trouvé cet équilibre. Et pour moi, c'était vraiment des modèles sur ce sujet-là. Et à contrario, ma maman, ses parents travaillaient énormément. Elle l'a très mal vécu. Et en fait, elle m'en a souvent parlé. Et donc, quelque part, je savais les conséquences que ça pouvait avoir sur des enfants. Et donc, je voulais pas reproduire ça. Ouais. Parce que justement, moi, j'avais eu la chance, quelque part, d'avoir des parents présents. Et j'avais trouvé ça top, quoi. Donc tu avais envie de donner ça à tes kids. Et puis à eux, et puis égoïstement à moi aussi. Parce que j'avais envie de vivre ça avec eux. J'avais pas envie à l'adolescence, ils me reprochent de pas avoir été là, de pas les connaître, de pas savoir ce qu'ils avaient vécu, quoi. Non, mais carrément, c'est ça. Et puis, tu te rends compte aussi que quand t'as pris ce 80%, la Terre s'est pas arrêtée de tourner, tu vois. Enfin, la Terre de l'entreprise dans laquelle tu vivais. Après, j'étais sur un autre poste, ce qui était vraiment facilitant. Je pense que sur le poste précédent, j'aurais eu vraiment du mal. Mais après, c'est aussi par rapport à mon niveau d'exigence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais en même temps, en vrai, je pense que, de mon opinion, enfin, ça n'engage que moi, hein, je pense que quel que soit le poste que tu occupes, rien ne vaut... Enfin, la vérité, c'est que si tu veux te mettre à 80%, en vrai, toi tu qui mets la barre. Oui. C'est toi qui décides aussi, et c'est ton employeur n'a pas à t'imposer ça, en fait. N'a pas à t'imposer le fait que prendre un 80%, c'est pas possible. Parce qu'en fait, là, c'est même plus du 100% de travail. 100%, on parle de 35 heures normalement. Enfin, on n'est plus à 100% de travail dans ces niveaux-là. Et en fait, ça, c'est pas normal de l'accepter, en fait. On devrait pas l'accepter, et c'est pas normal de l'imposer non plus. Tu devrais pas attendre d'une personne qu'elle se donne à ce point-là, en fait. Ça vaut pas... Même, peu importe le montant que tu la payes, ça vaut pas cet investissement-là, en fait. Ça vaut pas... Enfin, je veux dire, le temps, parce que c'est ça que tu donnes à ton employeur quand tu travailles, c'est ton temps. Et en fait, ton temps, il revient jamais. Autant l'argent, ça revient. Hein. L'argent, tu t'en as plus, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave, mais si t'as plus d'argent, tu peux en refaire. Du temps, le temps qui n'existe plus ne reviendra plus. Complètement. Donc ça a une valeur inestimable, et personne, en fait, que ce soit un employeur ou que ce soit, personne n'a le droit de décider que ce temps-là lui est dû et que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux de ce temps-là, tu vois. Complètement. C'est un accord que tu fais avec ton employeur quand tu signes un contrat. Je dis, ok, je te donne autant de temps par semaine de mon temps contre cette somme d'argent, mais au-delà, soit tu me payes vraiment pour l'avoir en heures supplémentaires à la limite, si tu l'acceptes, parce que tu n'es pas obligé de l'accepter. Sinon, au-delà de ce temps-là, c'est fini. Et j'ai l'impression que les nouvelles générations, ça l'ont plus compris que nous. Oui, complètement. Je pense qu'elles l'ont plus compris. Après, quand tu es dans un statut cadre, t'as pas d'horaire. Oui, mais en même temps... Et la limite est plus difficile à poser. Et quand, en fait, tu travailles avec des générations plus anciennes, eux sont dans un schéma où le travail... alors, je généralise, mais... Pour certains, le travail, c'est le centre de leur vie, et ils attendent la même chose de leurs collaborateurs. Et donc, arriver en opposition, c'est pas toujours simple. Surtout, encore une fois, dans le contexte de syndrome de la bonne élève, de je veux répondre aux exigences qu'on me demande, quoi. Et en fait, justement, quand tu parles de temps, moi, ce qui me rendait folle, c'était de m'apercevoir que j'étais en réunion quasiment toute la journée, avec un résultat franchement très relatif pendant toutes ces réunions, et que finalement je commençais à travailler à 18h quand il n'y avait plus de réunion, et que j'avais passé mon temps à des choses pour des choses improductives, alors que, comme tu dis, mon temps était précieux, et que moi je voulais passer du temps avec mes enfants, ou que mon temps soit bien investi quelque part. Et ça me rendait dingue, quoi. Mais ça, c'est ce que la maternité le rapport au temps change, je trouve, avec la maternité.
parce que ça passe, on dit toujours, moi je comprenais pas quand on me disait ça avant d'avoir un enfant. Tu profites, ça passe vite. Et en fait, c'est vrai. Tu te retournes, ton enfant, il a 6 ans. Tu dis, mais carrément. Mais où es-tu, enfant, mon bébé de moi? Et en fait, c'est vrai que le rapport au temps change. Enfin, ça passe beaucoup plus vite, je trouve, que par exemple quand t'as 10 ans et que t'attends vachement d'avoir 11 ans. Tu vois, par exemple, là mais tu te carrément. dis, le temps passe super lentement. Toi, tu rêves que d'avoir 11 ans. Et en fait, quand t'as des enfants, ben, t'as pas... pour eux, c'est long d'arriver à 11 ans. Mais en fait, pour toi, c'est en 1 seconde. Et le rapport au temps change vachement. Et c'est là que tu te rends compte que il est précieux. Et du coup, forcément, ça change, je pense, ton rapport à tout. Hein. Ouais. On parle là du travail parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans ta vie, mais ça peut être aussi un rapport avec des relations amicales toxiques, par exemple, ou qui ne t'apportent plus rien. Tu te rends compte, mais pourquoi j'irais donner du temps à d'autres personnes qui ne respectent pas mon temps, alors que le mien est précieux et ma priorité, c'est de voir mon enfant grandir, l'accompagner au foot ou que sais-je, enfin n'importe où. C'est ça la priorité parce que demain... ça n'existera plus. Et c'est vraiment ça, quoi. Enfin, je veux dire, là, je sais pas, du coup, tes enfants, ils ont quel âge? Ils ont 5 et 7. 5 et 7. Genre, typiquement, dans 10 ans, ils auront vachement moins besoin de toi que tu vois. Mais carrément. Et le truc que tu vis aujourd'hui avec eux, en fait, dans 10 ans, il sera plus là. Et ça, c'est... Alors, ça peut amener des angoisses. Hein. Je suis certain. Désolée si je vous angoisse. Pardon, excusez-moi, c'est pas mon but. Mais en même temps, ça permet de te rendre compte que c'est maintenant, tu vois, c'est l'instant présent. Quoi, et c'est vraiment ce que je me suis dit. Ça, plus le fait que d'un point de vue écologique, les valeurs n'étaient pas au rendez-vous, et puis d'un point de vue social aussi. Moi, j'avais fait ce métier-là parce que je voulais que les gens se sentent bien dans leur job. Ouais. J'avais choisi RH parce que je voulais... Alors, m'occuper, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, faire en sorte que les gens soient contents d'aller travailler. Tu voulais accompagner l'humain. Exactement. Vraiment. Mais sauf que, au quotidien, c'était pas du tout ça qu'on me demandait. Ouais. Et donc, du coup, j'étais là, mais il y a trop de décalage. Je passe à côté de trop de choses, et donc, il faut que je réaligne, quoi. À quel moment t'as pris la décision? Cette fameuse réunion. Une décision que je mûrissais depuis des mois et des mois. Je me souviens, j'ai même un pote un jour qui me dit « Ça fait des plombes que tu nous parles de ton projet, quand est-ce que tu le fais vraiment ?» Allez, prends-toi ça dans la tronche. C'est comme la nounou. Version pro. Ouais, mais il avait tellement raison. Ouais. Mais bon, bref. Mais du coup, voilà, cette décision que je n'arrivais pas à prendre parce que j'avais terriblement peur, voilà, cette réunion de trop qui fait que, go là. Ouais. Et donc, il a essayé de te retenir, ton employeur? Pas cette fois-ci. Parce que, alors, je vais pas rentrer dans le détail de cette réunion, mais en gros, dans cette réunion, il a merdé. Okay. Vraiment. Et donc, il a compris que je voulais plus. Et donc, là, cette fois-ci, il a dit, OK, on te laisse partir. Par contre, tu fais en sorte d'assurer ta succession, ce qui était complètement légitime et pour moi, OK. Mais voilà, finalement, le fait qu'il ait vraiment merdé lors de cette réunion m'a permis de prendre mon envol. Sur le coup, ça a été dur, mais avec le recul, merci, quoi. Ouais, non, mais clairement, c'est clair. Entre le moment de cette réunion et le moment où effectivement t'es partie, c'est passé combien de temps? Alors, t'arrêtes avec tes questions de date, là. Je suis désolée, mais moi, j'ai une passion date. Et vraiment, c'est très énervant, mais moi, ça m'aide à me situer. Juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre. Je suis partie 5 mois après, sachant que, il me semble que c'est entre septembre et décembre, j'ai diminué mon temps de travail au fur et à mesure pour progressivement commencer mon activité. Ah oui. Et ça, c'était génial. Ah ouais, c'est chouette, ça. Parce que, du coup, la transition était moins violente, entre guillemets. Et t'as pu partir dans de bonnes conditions? Oui, j'ai eu le droit au chômage et ça, c'est un vrai plus quand tu te lances à ton compte, c'est clair. Carrément. Et donc, tu pars de cette entreprise, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que ça change? Alors au début, pas grand-chose, parce qu'au début, je me dis, faut que j'assure, faut que ça marche. Donc au début, je travaille beaucoup. Comme avant. T'as pas cadré dès le départ, tu t'es pas dit... Non, mais... C'est pas grave, hein, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Exactement. C'est exactement ce que je me dis. Donc au début, ça change pas grand-chose. Hormis le fait que je me sens plus libre de choisir mes horaires. Et au fur et à mesure, du coup, je travaille
un petit peu moins, mais pas beaucoup moins. Par contre, j'accepte de tel jour, je finis à 16h30 ou tel jour, je travaille pas une demi-journée, quitte à travailler le soir quand les enfants sont couchés, etc. Mais en tout cas, je suis là tous les soirs pour mes enfants. On joue régulièrement à des jeux aussi en semaine, ce qui était inenvisageable avant. Je vais les chercher au moins une fois par semaine à 16h30, etc., etc. Donc c'est des petites choses, mais qui pour moi m'ont changé la vie. J'ai pu aller, tu sais, dans les écoles primaires ou maternelles, ils font des sorties ou des activités où les parents peuvent venir. Bah, j'ai pu y aller, ce qui était impossible avant pour moi. Mais voilà, c'est des petites choses, mais qui pour moi ont tellement de valeur, mais tellement de valeur que c'est cool, quoi. Après, j'ai enfin le rythme qui me convient, en fait. Mon objectif, c'est pas forcément de travailler peu, c'est de travailler bien. En tout cas, dans le rythme qui me convient. Oui, et je pense que c'est important que tu le dises parce que tu vois, justement, il y a ce mythe, entre guillemets, que je trouve qu'on donne un peu trop aux femmes comme un espoir, un petit peu de l'entrepreneuriat, comme une façon d'aménager ton temps de travail au point de pouvoir tout assurer en même temps. C'est pas vrai. Tu sais, ce côté un peu... Alors, moi, je me suis reconnue à un moment dans ce terme-là de mumpreneur. Mais aujourd'hui, non. Parce que je me rends compte que la définition de la mumpreneur, c'est je suis d'abord maman et après entrepreneur. Et donc, je fais un job à côté de ma vie de maman. L'entrepreneuriat, à mon sens, et je sais pas si tu as la même définition que moi, mais on peut en parler, c'est vraiment c'est un job à plein temps. C'est bien sûr que tu aménages ton temps et bien sûr que tu peux conjuguer vie familiale et vie entrepreneuriale comme tu conjugues une vie professionnelle salariée avec ta vie familiale. Mais je trouve que c'est très utopiste de dire que tu peux tout concilier de la même façon, mais de façon plus facile qu'un job salarié, parce qu'en fait, la pression que tu as n'est pas la même, certes, mais elle est énorme. C'est-à-dire que tu as le temps d'entrepreneur comme tu as pu en bénéficier, et moi aussi, avec Pôle emploi, qui est cette soupape, ce coussin qui te permet de te lancer justement de manière sereine en ayant quand même un revenu. Mais il y a l'entrepreneuriat après Pôle emploi, et où en fait, ton travail et ce que tu fais, ce que tu produis permettra de gagner de l'argent en fait et amènera une sécurité dans ton foyer, une sécurité personnelle avec tout ce qui va être autour des cotisations sociales et de préparer l'avenir, la retraite et tout ça. Et ça, c'est un vrai sujet dont on ne parle pas assez chez les femmes entrepreneurs, parce que l'entrepreneuriat à demi-mesure qui t'amène un petit salaire, entre guillemets, ça te précarise. Et ça, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on le dise, parce que c'est pas juste pour les femmes qui, en fait, sous prétexte d'un entrepreneuriat, vont assurer toutes les tâches au quotidien du foyer. Donc ça va être la gestion des enfants, mais ça va être la gestion de la maison, toute la charge mentale dont on parle beaucoup. Et donc on va se reposer sur ces femmes, et en plus vont être en précarité financière parce qu'elles vont pas avoir assez de temps pour se dégager un revenu assez élevé. Alors, il y a des exceptions, il y a toujours des métiers qui te permettent de dégager énormément de revenus en travaillant un minimum de temps. Mais c'est très très rare, et avant d'en arriver là, il faut avoir beaucoup travaillé avant. En fait, c'est pas magique. On ne devient pas à travailler 20 heures par semaine et gagner plein d'argent sans juste comme ça par hasard. Ça veut dire qu'avant, il y a eu beaucoup de travail. Et c'est génial pour ces personnes qui y sont arrivées, tu vois. Mais j'ai envie justement qu'on parle de cette réalité-là, comme l'entrepreneuriat n'est pas la solution à tout, c'est une solution pour plein de gens, mais il faut avoir conscience de ce que ça veut dire en fait. Et c'est pas mon but de dire ça pour faire reculer les gens qui ont envie de se lancer, pas du tout. Parce que quand on se lance et qu'on y va et qu'on est ça marche, c'est pas la question. C'est juste de remettre un petit peu les pendules à l'heure et rappeler la réalité des choses aussi, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Effectivement, c'est dur à dire. L'entrepreneuriat n'est pas la solution à tous les problèmes. Pour autant,
à partir du moment où tu cadres les choses et que effectivement quand tu bosses, t'es pas en train de faire une machine, t'es pas en train de faire autre chose. Et ça, pour le coup, tu vois, j'arrive facilement à le cadrer. Quand je bosse, je suis mais pas parce à la que maison. t'avais peut-être ce truc d'avant de dire, tu vois, c'était déjà hyper cadré. Mais quand t'es à ton compte, t'as aussi un impact direct entre ton investissement et tes résultats, y compris financiers du coup. Et moi, j'avoue qu'en fait, ça me va bien parce que quand tu veux donner un peu moins, tu peux te permettre. Quand tu veux donner un peu plus, tu peux te permettre. Et donc, t'as plus de souplesse. Mais par contre, effectivement, c'est pas magique. Si tu bosses moins, t'as pas grand-chose. Et effectivement, vu que tu cotises pas, ça a des impacts sur l'ensemble de ta vie. Mais comme ça serait le cas si tu avais ce niveau de salaire bien sûr. En tant que salarié. Donc, pour moi, il faut juste avoir conscience qu'il y a une relation entre l'investissement et le salaire. Alors, parfois, la relation, il n'y a pas que ça. Il y a des fois, même quelqu'un qui est très investi ne gagne pas bien sa vie en entrepreneuriat. C'est aussi une réalité. C'est une question de stratégie après, de réalignement, tu vois. C'est ça. Pour le coup, il faut mettre des choses en place, se faire accompagner quand il y a besoin. Mais oui, c'est pas la solution magique, mais pour moi, c'est quand même une solution à partir du moment où elle est bien cadrée. Exactement. Et qu'effectivement, on le fait en connaissance de cause, en se disant, oui, c'est pas parce que je suis entrepreneur que je vais faire du 9h-16h, pas bosser le mercredi et avoir un salaire de 3 000 €. Non, enfin, je pense que, comme tu disais, hormis quelques exceptions et parce qu'ils ont bien bossé avant, etc., et qu'ils ont fait le nécessaire, la réalité n'est pas là, effectivement. En fait, je te parle de ça parce que moi, tu sais que ça a été... Enfin, c'est pas tellement venant de moi, mais le fait de travailler à la maison, par exemple. Ça a été une opportunité pour d'autres personnes de l'entourage de dire, tu travailles à la... Alors, maintenant, depuis la crise sanitaire, avec le télétravail, ça a un peu changé, je pense. Les mentalités sur le télétravail ont changé. Mais en tout cas, avant ça, c'était de dire, ça va, t'es à la maison. Enfin, je peux t'appeler un mercredi à 16h30 et te raconter ma vie, en fait. Ou, un mercredi, un mardi, peu importe. Et te raconter ma vie. Tu peux me rendre ce service en plein milieu de la journée parce que c'est plus pratique, parce qu'il n'y a personne. Tu peux lancer cette lessive, tu peux l'étendre, tu peux faire ceci. Et ça, c'est le piège, en fait. Et moi, c'est de ça dont je parlais. C'est pas tellement l'entrepreneuriat quand il est cadré, quand on a des heures de travail et qu'en fait, oui, on travaille et de l'asseoir. Moi, j'ai mis du temps à asseoir ce truc-là, mais peut-être parce que moi, je me considérais pas non plus comme une entrepreneur et que j'avais un rapport avec ce statut un peu particulier, pas forcément très sain, et un gros syndrome de l'imposteur aussi. Mais du coup, c'est pour ça que... Et tu parles d'accompagnement, mais c'est vraiment ça, c'est de prendre conscience, si on n'arrive pas à en prendre conscience tout seul, de dire qu'en fait, quand on est à son compte, on est chef d'entreprise. Que ce soit une micro-entreprise, que ce soit, peu importe la façon dont on le fait, même un side project, même si c'est un truc que tu fais en plus de ton activité salariée, tu es chef d'entreprise. Et c'est prendre cette posture dès le départ. Ouais. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que finalement, dans mon activité, je suis beaucoup en rendez-vous. Et donc, en fait, quand les gens me disaient « je peux t'appeler à telle heure », non, en fait, je suis en rendez-vous. Et donc, du coup, quelque part, ils ont vu que c'est pas parce que je travaillais de chez moi que c'était open bar. Et que c'est pas parce que j'étais à mon compte que j'étais dispo en claquant des doigts tout le temps, etc. Donc, je pense que ça a cadré dès le départ. Et finalement, c'est vrai que moi, j'ai pas tellement rencontré ça. Ouais. Mais je pense que ça peut être un piège, en tout cas, moi, pour en avoir déjà discuté avec plein de gens, c'est vrai que c'était quelque chose de... oui, mais je veux dire, c'est quand t'es à ton compte, ton enfant peut aussi aller à la garderie, en fait. Moi, c'est des pièges, tu vois, genre... Complètement. Pendant la petite section où quelque chose me disait, mais en fait, parce que je la trouvais trop petite aussi, c'était un petit bébé. Mais je l'ai pas, sur toute son année de petite section, je suis allée chercher tous les soirs à 16h30. Ah oui, ok. Parce que je me disais que j'étais là et c'était à moi d'adapter, comme j'avais la main mise sur mon emploi du temps, que c'était à moi d'adapter ça, que ma fille passait avant parce que j'étais présente. Et en fait, ça m'a mis dedans parce que non seulement il y avait 16h30, mais il y avait les mercredis. Et en fait, tout ça, c'est des trucs où avant l'école, moi c'est l'école vraiment qui m'a mis dedans, mais avant l'école ou la crèche, tu choisissais un peu, en tout cas moi dans mon mode de garde à l'époque, on choisissait un peu nos horaires, donc voilà, on faisait ça passer. Avec l'école, c'était plus le cas. Et c'était difficile en fait, et j'y arrivais pas à trouver cet équilibre. Moi pour le coup, je passais trop de temps avec mon enfant.
Et c'est un peu tabou de le dire, je sais, mais il y a un moment, ça passait plus. Et donc, on a dû réajuster et aujourd'hui, ça se passe très bien. Elle va à la garderie tous les soirs, mais je passe tous mes mercredis avec elle. C'est ça, en Tu fait, vois. c'est trouver vraiment le rythme pour soi. Moi, ils vont aussi à la garderie tous les soirs, sauf un jour par semaine. Enfin, 2 jours, parce qu'il y a un soir où il y a mamie qui vient les chercher. Et le mercredi, ils vont chez les grands-parents. On a la chance de les avoir à côté, donc pour eux, c'est super. Mais du coup, oui, c'est à partir de 18h30. Donc ça permet quand même d'avoir une vraie journée. Et pour la petite blague, 1 ou 2 fois, j'ai voulu aller les chercher plus tôt. Et mon fils me disait, maman, j'étais bien là, j'étais en train de jouer à ça. Enfin, ils sont heureux en fait aussi à la garderie. Non, mais c'est clair. Moi aussi, ça m'arrive souvent si je vais la chercher plus tôt. Mais en fait, c'est bête, hein, mais dans leur tête, ils savent aussi. Et eux, c'est organisé, puis ils ont besoin de ce rythme-là. Exactement. Et ils savent très bien que là, jusqu'à 18h, ils seront à la garderie, donc ils ont le temps de jouer, de finir cette partie de balle aux prisonniers, de ceci, de cela. Si toi, t'arrives genre un quart d'heure avant, c'est là, non. Oui, et c'est la crise. Et c'est horrible. Et personne n'est content. Exactement. En fait, toi, t'as l'impression d'avoir fait un effort et d'être là. Et puis je voulais trop lui faire plaisir et tout. Et en fait, tu dis, non, ça lui fait pas plaisir. Et en même temps, l'enfant aussi dit, t'es relou, quoi. Parce qu'en fait, ils ont aussi une vie sans nous. Exactement. En dehors de nous. Alors, moins au début, mais plus le temps passe, et plus c'est le cas, en fait. Et c'est ça, enfin, on en revient toujours même de la préciosité du temps, parce qu'en fait, tu te rends compte que plus le temps passe, plus ils gagnent en autonomie, et moins t'as ces temps-là avec eux, et ce côté, complètement. Ma mère, c'est toute ma vie, quoi. Exactement. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça, moi, en même temps, je partais d'une situation tellement extrême que déjà ça a donné beaucoup de souplesse et j'ai l'impression d'avoir des soirées, etc. Ce qui n'était tellement pas le cas avant. Ouais. Donc je pense que ça dépend effectivement du référentiel de chacun. Mais oui, pouvoir les voir à 18h30 ou 19h et pouvoir aller les chercher, pour moi, c'est déjà génial. C'est énorme. C'est clair. Mais tu vois, je vais revenir sur le sujet, presque principal, mais tu disais que la maternité t'avait permis de reprendre des consciences, notamment au niveau écologique et tout ça. Et en fait, finalement, et moi, en discutant depuis 4 ans avec plein de mamans et plein de papas, te rendre compte que la maternité, ça change quelque chose en toi, c'est que ça te donne un sens des priorités. Ah, mais oui. Et c'est le mot sens qui est hyper intéressant, c'est cette quête de sens, en fait. Toi, c'était l'écologie. Moi, c'est tout ce qui va toucher autour du féminisme et de la santé mentale. En fait, quand tu deviens parent, c'est ça, en fait. C'est que tu deviens en recherche, tu as envie de donner un sens, en fait, à leur vie, au sens de cette vie que tu viens d'amener sur la planète. Et souvent, ça passe par la vie professionnelle parce que c'est pas aligné. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as beaucoup constaté ? Alors, oui, à titre perso, mais même à titre pro. En fait, moi, je me disais, mais en fait, je veux plus aller dans un travail où j'ai pas l'impression d'être utile et de servir quelque chose. Et aujourd'hui, avec le métier que j'ai choisi, j'ai l'impression, en fait, que mes actions sont utiles, aident des gens et d'avoir quelque chose, comment dire, que ce soit positif, que ce soit un cercle vertueux, ce qui n'était pas le cas avant. Et dans les personnes que j'accompagne, il y a aussi cette notion souvent de j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai envie qu'il soit utilisé à bon escient, que ce soit pour ma famille ou à titre pro, que ça ait du sens ce que je fais. Je trouve ça toujours fou, c'est que pourquoi cette quête de sens-là n'arrive pas avant, tu sais ? Ouais, alors certains si. Oui, certains oui. Si. Oui, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas d'enfants et qui arrivent à ce questionnement-là aussi. Ouais, hein. Mais c'est vrai que la maternité ou la paternité, le fait d'avoir un enfant, accentue cette quête de sens. Mais je pense qu'il y a une notion aussi de quel monde je vais laisser à mon enfant et une notion aussi de je vais être fière de lui expliquer ce que je fais. Ouais. Tu vois, et qu'il soit capable de comprendre. Et si je lui explique que je fais des PowerPoint et des Excel toute la journée et rien d'autre, des présentations pour telle ou telle réunion, t'es pas là pour moi
pour ça. Ouais, c'est ça. Mais il y a ça aussi dans le devenir mère, parce que tu vois, il y a avoir des enfants et devenir mère. Moi, j'aime bien les séparer parce que c'est pas du tout la même chose. Avoir des enfants, ça bouscule beaucoup ton emploi du temps. Ça bouscule ton organisation, mais le devenir mère, c'est quelque chose d'hyper profond. Et le devenir mère, et c'est devenir mère, mais quelle mère, en fait? Quelle mère je veux être? Est-ce que je veux être présente ou pas? Parfois, juste... Enfin, il y a aussi toutes ces formes de maternité où tu as par exemple le regret maternel ou ce genre de choses et qui te disent mais en fait c'était peut-être pas la vie que je voulais et je me retrouve pas non plus dans cette vie-là. Mais le devenir mère, dans tous les cas, change des choses profondément en fait en toi et te permet une prise de conscience qui est assez énorme. Et c'est ça en fait aussi, c'est quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je veux avoir cette image-là ou est-ce que je veux voir cette personne-là? Et ouais, ça passe souvent par le taf. Même si t'as un taf qui a du sens pour plein de gens. Tu vois, moi, j'avais un taf qui avait plein de sens pour plein de gens. Je faisais des livres pour enfants, soit j'ai donné accès dans un certain cadre et je donnais accès à la lecture à des enfants qui n'y allaient pas naturellement. Et pour moi, ça avait un sens. Et ça a toujours un sens, en fait, aujourd'hui. Mais c'était plus le sens que je voulais donner à ma vie. C'était plus le sens que... Voilà. Et c'était un job extraordinaire que beaucoup de gens... En fait, t'as toujours un peu ce côté-là aussi quand t'as un job qui semble inaccessible pour beaucoup ou que beaucoup aimeraient avoir ta place. Et que toi, tu dis, non, j'en veux plus. Ciao, bonsoir. T'as ce côté un peu... un peu, tu sais, genre, un peu d'ingratitude, tu sais, genre, voilà. Ouais. Et dire, mais non, mais en fait, juste, c'est ok de prenez-le, je veux dire, allez-y. Mais t'as raison, hein, la notion de sens évolue aussi en fonction des périodes de la vie. Bah oui, non, mais complètement. Aujourd'hui, ce qui fait sens pour toi, pour moi, en fait, ce serait peut-être pas la même chose que dans 10 ans, parce qu'on aura vécu d'autres choses, parce qu'on aura vu plein d'expériences. Et le sens, il est vachement en rapport avec nos existences propres, en fait. Ça veut pas... Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Ce que tu dis, c'est le sens pour quelqu'un ne sera pas du tout le sens pour le voisin. Et parfois, il y a des personnes dans les accompagnements qui m'appellent et qui me disent moi, j'ai pas trop de sensibilité écologique, c'est pas vers ce métier-là que je veux me diriger. Mais il n'y a aucun souci, en fait. C'est pas parce que ça a du sens pour moi que ça a du sens pour toi. Et bien sûr qu'il y a plein d'autres solutions d'avoir du sens. L'objectif, c'est du sens à titre personnel. Mais pour ça, il faut bien se connaître. Mais c'est ça. Mais ça, je crois que c'est... En fait, la maternité te renvoie tellement tout en pleine tronche. Ton enfance, la relation avec tes parents, la relation avec ton mec ou ta meuf, la relation, toutes tes relations et toute ta vie, qu'en fait, c'est à un moment, tu peux plus tellement faire l'autruche et faire... tu peux, hein. Il y a plein de gens qui le font. Tu peux continuer, un moment ou un autre. Mais il y a un moment, tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. C'est compliqué. Et de te regarder en face et de savoir qui tu es, parce qu'en fait, j'ai l'impression que, en tout cas en début de carrière ou dans une jeunesse, un moment, c'est que tu en as un peu parlé, hein, mais c'est que tu fais les choses parce que c'est ce qu'on attend de toi. Typiquement, tu dis, toi, tu avais des bons résultats scolaires, tu as été là où on t'attendait. Mais est-ce que c'était là où toi, tu avais envie d'aller? Est-ce qu'on t'a laissé l'opportunité de te poser la question de là où tu voulais être, en fait? Et ça, de là où tu voulais être et de ce que tu voulais être tout court. Hein. Et ça, encore une fois, ça fait vieille personne de dire ça, mais je trouve que les nouvelles générations ont plus cette question-là et ce rapport à soi qui permettent de savoir, pas forcément qui ils sont plutôt, parce que dans tous les cas, l'adolescence et la jeunesse et tout ça, ça reste une crise existentielle. Donc on ne sait pas. Oui, mais au moins, ils se posent la question. Oui, mais c'est vrai que c'est dur. Hein. J'ai accompagné... en fait, au tout début, j'hésitais entre accompagner des jeunes à s'orienter ou des personnes... Vieilles. Non, pas du tout. Non, des personnes à se reconvertir ou à se poser les bonnes questions sur comment j'oriente ma carrière. Et en fait, je me suis aperçue que les étudiants, les jeunes, souvent, ont moins d'expérience. Donc, c'est plus difficile pour eux de se connaître et de savoir ce qu'ils aiment ou n'aiment pas. Parce qu'en fait, ils ont juste pas connu. Ils n'ont pas essayé. Et il y a des fois, pour se connaître, il faut aussi avoir essayé, s'être confronté à une réalité pour se dire, ça me convient pas. Par contre, ça me convient. Ouais. Et c'est ça que j'adore aussi dans les accompagnements, avec non pas des vieux, des personnes. Mais moi, je me mets dans cette case. Hein.
Non, mais j'accompagne des personnes qui ont, entre 25 ans et pour le coup 55, 60 ans. Mais ouais. Mais en fait, le truc, c'est pas que... une notion d'âge, en fait. En fait, pour savoir que t'es pas à la bonne place, il faut y être à cette mauvaise place, entre guillemets, tu vois. Tu peux pas le savoir avant. Oui, et puis en fait, au-delà de la mauvaise place, il faut avoir vécu des expériences pour apprendre à se connaître et puis réajuster, en fait. Oui, carrément. Mais ce qui compte, en fait, finalement, c'est de décider de ce que tu fais de ton temps, que ce soit du temps passé avec tes enfants, parce qu'il y a ça aussi, tu te rends compte que parfois, il y a certaines personnes qui vont se dire, en fait, moi, je ne veux plus travailler et je veux être au foyer avec mes enfants parce que c'est ça qui compte pour moi. Et si c'est ça qui compte pour vous et que vous pouvez vous le permettre et le faire financièrement, ou alors juste adapter votre mode de vie en fonction de ce choix-là, mais faites-le, en fait. Oui, et puis c'est pas parce que on le fait pendant 1 an ou 2 que c'est toute sa carrière, en fait. Bien sûr. Et donc, ce qui est important, c'est juste de se sentir bien à la bonne place. Donc, et la bonne place, encore une fois, c'est comme le sens. Il y a autant de bonnes places que de personnes, quoi. Ouais, c'est ça. D'avoir, en fait, de prendre le pouvoir sur soi-même, sur sa vie. Exactement. Et de se dire, en fait, ce que je veux, c'est important. Et en fait, c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent pas à penser ce genre de choses, de dire... Mes désirs sont légitimes, ce que je veux est important, je suis importante et mes décisions n'impliquent pas que moi, mais si les décisions que je prends pour moi sont bonnes pour moi, alors c'est le principal. Exactement. Et puis vraiment cette notion de choix, parce que j'entends souvent j'ai pas le choix. Et en fait, dans la vie, on a toujours le choix. Même quand on pense ne pas avoir le choix, il y a des choix solutions. difficiles, mais il y a des choix. Exactement. Il y a des choix qui sont difficiles. Choisir, c'est renoncer. Il y a des fois, oui, ça veut dire renoncer sur certains points. À certains points plutôt, mais pour dire oui à d'autres aspects. Et je trouve que c'est important aussi d'en avoir conscience, parce que parfois on peut finir un peu aigri dans un job parce qu'on se dit ça va pas, nanana. Ok, en fait, reprends les rênes de ta vie. Non, mais carrément. Mais c'est difficile, je suis d'accord. Non, mais c'est hyper difficile. Mais il y a des outils. Et en fait, on n'y arrive pas toujours, on y arrive même rarement, j'ai envie de dire, tout seul à cheminer de cette façon. Ça peut prendre la forme de plein de choses. Ça peut être une thérapie avec un psychologue ou une psychologue, ça peut être un coaching professionnel, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être plein de choses en fait, selon les sphères de notre vie qui ne nous convient pas d'ailleurs. Ça peut être, il y a plein de professionnels qui peuvent accompagner, et surtout le fait d'avoir un regard extérieur sur des choses, des personnes qui vont t'aider à pointer les endroits où ça pêche un petit peu, je trouve que c'est très précieux. Oui, et tu as raison de le dire, parce que tu vois, moi, travaillant en RH, au début, je me disais, quand même, je vais réussir à me débrouiller toute seule. Et en fait, non, parce que quand on est tout seul, on tourne en rond avec ses idées et on n'a pas la prise de recul et le pas de côté qui permet de faire les bons choix. Ouais. Et se faire aider, c'est pour moi indispensable. Et puis en fait, on connaît pas tout non plus. Tu vois, genre quand tu dis professionnellement, là, si tu cherches professionnellement, de dire qu'est-ce que je vais faire. Mais peut-être qu'en fait, il y a des voies dont tu n'as même pas idée. Complètement. Et une personne extérieure pourra te montrer cette voie, et te montrer que c'est possible. Et c'est pour ça que c'est important en fait aussi. Et puis travailler sur toutes les peurs et les barrières. Ah là là. Hein c'est le travail de toute une vie. Non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est essentiel, parce que sinon tu restes dans l'immobilisme. Ouais, mais c'est ça. Je parle en connaissance de cause. Mais pendant de nombreuses années. Clairement. Et est-ce que aujourd'hui tes enfants t'appellent papa? Non, mes enfants m'appellent maman. Ils sont hyper contents de me voir. Il y a des fois où on n'est pas d'accord, comme tout enfant et parent. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un vrai rôle de maman. Et c'est ce que tu voulais. Et c'est ce que je voulais. Mon petit cœur est beaucoup plus heureux maintenant qu'à l'époque. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est pas une injonction à être présent à tout prix, parce que c'est ce qu'on a dit, et ça n'empêche pas tes enfants d'aller chez les grands-parents ou d'être à la garderie ou des trucs comme ça. C'est juste d'être là où tu l'as décidé, à la place qui te revient et qui te convient. Exactement. Et à l'inverse, être trop présente pour mes enfants, je sais que ça me conviendrait pas non plus. J'aurais l'impression d'être, par rapport à cette notion d'équilibre qui m'est chère, trop d'un côté. Et donc, là, voilà. C'est le juste milieu qui me convient. Encore une fois, c'est pas un équilibre qui est parfait, mais en tout cas, c'est un mélange subtil des différents pans de ma vie qui me vont.
Carrément. Bon, on va quand même parler un petit peu de ce qui nous a réunis aujourd'hui, même si ton histoire est ce qui nous réunit aujourd'hui. Tu proposes des bilans de compétences à des personnes qui souhaitent justement avoir d'autres perspectives sur leur vie professionnelle. Tu en parles certainement mieux que moi de ce que tu fais, quoique parfois les gens autour utilisent des mots qu'on n'avait pas imaginés. Mais bon, soit. Mais voilà, et en fait, on a prévu d'organiser ensemble une masterclass prochainement en libre accès de manière gratuite sur justement tous ces changements de vie professionnelle qui arrivent avec la maternité. Là, vraiment, c'est l'autre cœur de sujet, c'est c'est ce dont on va parler pendant une bonne heure en tout cas, sur les changements physiologiques, les changements psychologiques que la maternité arrive, et puis je te laisse la parole sur le côté professionnel parce que puis l'impact de tout ça effectivement sur la carrière, que ce soit juste avant d'être maman ou quand on vient juste d'être maman ou quelques années après être devenue maman. Effectivement, comme on disait, c'est une étape importante de la vie qui bouleverse souvent les croyances, la vision du monde et parfois faire un petit point et se dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à réaligner, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles je peux agir pour me sentir mieux. C'est important. Donc voilà, carrément. On abordera tout ça dans cette masterclass. C'est ça. Donc si ça vous intéresse, vous allez pouvoir vous inscrire. Alors ça a lieu le 11 juin. Attends, je refais la date. C'est pas le 11 juin parce que le 11 juin, je crois que c'est un dimanche. Et nous, on fait pas ça le dimanche. On a un équilibre de vie à respecter. Exactement. Le dimanche, on est avec nos enfants. Donc c'est le 9 juin. Donc je la refais. Cette masterclass aura lieu le 9 juin pendant la pause déjeuner, donc à partir de 12h30. Pour vous inscrire, je vais vous mettre un lien en description de ce podcast. Vous allez pouvoir entrer votre adresse mail pour recevoir les liens de connexion. Il y aura un replay qui sera accessible si vous êtes inscrit. Donc si vous n'êtes pas disponible ce jour-là, ce n'est pas grave. Inscrivez-vous quand même pour avoir accès au replay et profiter du contenu que nous allons vous partager. Et voilà, moi j'ai super hâte. Je suis ravie d'aborder ces sujets parce que depuis quelques mois, c'est un de mes sujets préférés. La conciliation vie professionnelle, vie personnelle et notamment à l'arrivée des enfants et de ce que l'arrivée des enfants change dans une vie qu'on ne peut pas anticiper avant de connaître ce changement-là. Donc merci Caroline de m'avoir proposé ça. Avec grand plaisir, j'ai hâte également. Ça va être trop bien. Pour te suivre, pour suivre tes actus, parce que tu as aussi un podcast qui, ma foi, est fort intéressant. Où est-ce que ça se passe tout ça ? Alors, sur le compte Instagram, les-explorateurs-engagés. Le podcast du même nom, Les Explorateurs Engagés, sur la page internet, Les Explorateurs Engagés, bref. Ce qui est bien, c'est que c'est cohérent. C'est cohérent, il n'y a pas de surprise. Franchement, on est bien en termes de marketing. Donc voilà, bref, vous tapez Les Explorateurs Engagés sur un moteur de recherche. Ouais. Vous devriez me retrouver. Eh ben super, merci 1000 fois Caroline. Avec grand plaisir, pour merci ton témoignage. pour ce moment, c'était très chouette. Eh ben écoute, salut, ça m'a fait plaisir, à bientôt. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Avec Caroline, on a décidé d'organiser une masterclass gratuite intitulée « Quand la maternité change le rapport au travail » qui aura lieu en ligne mardi 9 juin à 12h30. Tu trouveras le lien d'inscription dans la description de cet épisode ou en lien dans ma bio Instagram @elise_prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple, tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 1er avril, Lady Juju 31 écrivait « Merci pour ces riches partages d'expériences liées à la parentalité, comme un moment passé avec de bonnes copines. J'ai parfois pleuré, mais aussi beaucoup ri. Merci à toi, Lady Juju 31, pour ce message trop sympa qui fait du bien à mon petit cœur de podcasteuse. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.